Deuxième partie de ce cours de mécanique du solide. Dans cette vidéo, nous allons discuter des interactions du solide avec l'extérieur et plus particulièrement de la manière dont on va les décrire. En mécanique du point, on décrivait l'interaction du point matériel avec l'extérieur à l'aide de la force qui est un simple vecteur. En mécanique du solide, on va voir qu'il va falloir ajouter d'autres données à cette simple force. Imaginons qu'on ait un solide en interaction avec l'extérieur. On appellera résultante de cette action extérieure la somme de toutes les forces qui sont dues à cette interaction. Et on appellera point d'application le point où s'applique cette action extérieure. Par exemple, imaginons qu'une personne applique une force F avec son doigt sur un point A du solide. Cette force est bien localisée et elle va s'appliquer à l'endroit où l'opérateur appuie sur le solide. La résultante de cette action extérieure sera la force F appliquée et le point d'application sera le point A. C'est relativement simple. Considérons un deuxième exemple maintenant, avec l'interaction de pesanteur. Contrairement à l'exemple précédent, l'interaction de pesanteur ne s'applique pas en un point bien localisé du solide, mais elle va s'appliquer en tout point du solide. Chaque petit volume va subir une petite force de pesanteur proportionnelle à la masse. Et donc on appellera résultante de cette action de pesanteur la somme de toutes ces petites forces qui s'appliquent sur l'intégralité du solide. Au niveau du point d'application maintenant, vous voyez que la situation est aussi un peu plus compliquée. Il n'est pas possible ici de définir un point d'application de la force car celle-ci s'applique partout. On dira, pour le moment, que l'action de pesanteur n'a pas de point d'application défini. Parlons maintenant du moment de l'action extérieure. Alors, je vais faire quelques définitions qui sont un peu rébarbatives, mais vous allez voir qu'on ne va pas beaucoup s'en servir. Je vais considérer une action extérieure dont la résultante sera notée F. Je vais prendre un axe delta et un point O quelconque qui appartient à cet axe. Dans le cas où l'action extérieure a un point d'application A bien défini, on dira que le moment résultant de l'action sur l'axe delta, c'est le produit scalaire du moment de la force F scalaire U delta, où U delta est un vecteur unitaire orienté le long de delta, et par définition du moment d'une force, ça donnera OA vectoriel F scalaire U delta. Bon. Dans le cas où le point d'application n'est pas défini, cette relation est beaucoup plus compliquée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme toujours, découper le solide en plein de petits volumes. Sur un des petits volumes centré sur un point P, la force s'applique au point P. Donc le moment de la force, ce sera OP vectoriel la force dFP. Je note dF car on travaille sur un petit volume et donc il s'applique une petite force. Et on va faire le produit scalaire avec U delta. Ce moment est infiniment petit. Pour avoir le moment total sur le solide, on va sommer sur l'intégralité du solide. Alors, ça peut faire un peu peur comme ça, mais vous allez voir qu'en pratique, on va calculer les moments de manière très différente. Tout d'abord, on va commencer par une définition importante, celle du bras de levier. Imaginons qu'on ait une force F qui s'applique en un point et qu'on considère un axe delta. On appellera bras de levier de la force par rapport à l'axe delta la distance entre la ligne d'action de la force et l'axe delta. Sur les exemples que vous avez en dessous, l'axe delta est un axe qui est perpendiculaire au plan de la figure et la force s'applique sur le point bleu. La ligne d'action de la force, c'est la droite support du vecteur force, la droite qui est dessinée en pointillé noir ici. Le bras de levier de la force, c'est la distance de cette droite pointillé noir à l'axe delta qu'on a choisi.
Alors je vous rappelle que pour déterminer la distance d'une droite à un point ou à un axe, il s'agit de tracer la perpendiculaire à cette droite qui passe par le point. Donc on a le bras de levier dans le premier exemple qui est ici, et qui n'est rien d'autre que la distance entre le point d'application et l'axe. C'est assez simple. Dans ce cas de figure, vous voyez que c'est un petit peu différent. Le point d'application est ici, la ligne d'action de la force est là, le bras de levier sera là. Et dans le dernier cas, on peut voir que la force s'applique sur l'axe delta, et donc le bras de levier est nul. Pour calculer le moment, en projection sur l'axe delta, il suffira de faire le produit de la norme de la force par le bras de levier. Comme vous pouvez le voir sur la relation que j'ai écrite sur le transparent, il va falloir également choisir un signe, plus ou moins. Ce signe sera donné par la règle de la main droite et va nous indiquer dans quel sens la force va avoir tendance à faire tourner le solide. Alors je m'explique. Si votre axe delta, c'est celui-ci, et qu'il est orienté vers le haut, si la force a tendance à faire tourner le solide dans le sens indiqué sur la figure, c'est-à-dire dans le sens des doigts ici, c'est-à-dire qu'on va vers les ongles, alors le moment m delta sera orienté vers le haut, donc dans le sens de l'axe delta, et on choisira un sens positif. Si la force tournait dans l'autre sens, alors on retournerait la main, le pouce serait vers le bas, et donc le moment de cette force serait orienté vers le bas, donc à l'opposé de l'axe delta qui est orienté vers le haut, et on choisirait un signe moins. En résumé, une action extérieure s'appliquant sur un solide sera la donnée de trois choses: la résultante de l'action extérieure, le point d'application de cette résultante, s'il existe, et du moment résultant par rapport à un axe delta qu'on choisira en fonction du problème qu'on étudie, on verra ça un peu plus tard, et on retiendra une chose importante, c'est que le moment est nul si le point d'application appartient à l'axe delta. Je vous propose maintenant de faire une petite application pour s'entraîner à calculer un bras de levier, un moment et surtout trouver le bon signe. Donc sur les deux exemples que vous avez ici, je vais vous demander de chercher à exprimer le bras de levier, puis à exprimer le moment par rapport à l'axe UZ, et enfin de faire une application numérique. Mettez la vidéo en pause, prenez quelques minutes pour faire ces calculs, puis on corrige. Corrigeons le premier exemple avec le solide de forme carrée. La force s'applique au point A et la ligne d'action de la force est cette droite-là. On en déduit que le bras de levier sera cette distance-là. C'est donc la distance L sur 2, soit 5 cm. Le moment de la force par rapport à l'axe UZ est donc le produit de A par F, soit L fois F sur 2. Au niveau du signe, on peut voir que si on applique une force F sur ce solide, alors il va avoir tendance à tourner dans ce sens-là. Si on applique la règle de la main droite, et donc que vous placez vos doigts avec la tête de la flèche qui va vers vos ongles, vous avez le pouce qui rentre dans la figure. Ce qui veut dire que le moment MZ sera orienté comme ça. Désolé pour la qualité du dessin. On voit que ce moment est opposé à la direction, au sens plutôt de l'axe UZ, donc on choisira un signe moins.
Le moment mz, c'est moins LF sur 2. L'application nous donne moins 0,5, l'unité du moment, Newton-mètre. Une force fois une longueur. Pour le deuxième exemple, la force s'applique ici, donc le bras de levier se détermine en traçant la ligne d'action, puis le segment qui est ici, en bleu. Avec un peu de trigonométrie, vous retrouverez l'angle θ ici, et donc on détermine facilement cette distance en bleu qui sera égale à R sinus θ. L'application numérique donne de nouveau 5 cm. Au niveau du moment, on obtient donc A fois F, donc RF sinus θ. Et au niveau du signe, on peut voir que la force F a tendance à faire tourner le solide dans ce sens-là. Donc, d'après la règle de la main droite, le moment mz est orienté vers nous. Donc, dans le sens de l'axe UZ. Il est positif. On obtient donc un moment qui sera de 0,5 Newton-mètre. Nous allons maintenant nous intéresser à quelques actions particulières. Premièrement, nous allons nous intéresser aux actions intérieures au système. Ce qu'on appelle action intérieure au système, c'est l'ensemble des interactions des points qui constituent le solide entre eux. Imaginons qu'on prenne deux points, P1 et P2 du solide, de manière arbitraire. Le point P1 applique sur le point P2 une certaine force, et d'après le principe d'action et de réaction, le point P2 va appliquer une force opposée sur le point P1. On en déduit que la somme de ces deux forces est nulle. Si on applique ce raisonnement à l'ensemble des couples de points qui constituent le solide, on en déduit facilement que la résultante, c'est-à-dire la somme de toutes les forces que les points intérieurs au système appliquent les uns sur les autres, sera égale à 0. En appliquant le même raisonnement, je ne le détaille pas ici, on trouvera que le moment résultant des actions intérieures est nul, quel que soit l'axe delta qu'on choisira. Ce résultat nous sera utile un peu plus tard. Si on s'intéresse maintenant à la pesanteur, on a vu que le problème de la pesanteur, c'était que son point d'application n'était pas vraiment défini. On va voir ici une petite astuce qui va permettre de s'affranchir de ce problème. Alors, comment est-ce qu'on calcule le moment de l'action de pesanteur? Alors ici, je fais un petit peu différent de ce qu'on a fait tout à l'heure. Je ne vais pas calculer le moment par rapport à un axe, je vais calculer le moment par rapport à un point. On l'a vu tout à l'heure, pour calculer le moment de l'action en un point O, il faut sommer le moment de l'action sur tous les points du solide. Ce qui nous donne ici cette relation. Mu G dV, c'est la force de pesanteur qui s'applique sur un point P de volume dV. OP vectoriel, ce terme, c'est le moment en O. Et on somme sur tout le solide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le vecteur G de l'intégrale, car il est constant. Donc on peut le sortir, pas de problème, et on obtient cette relation-là. Si vous revenez à la première vidéo, vous verrez que ce terme-là, ça n'est rien d'autre que la définition du centre d'inertie de notre solide. Et donc le moment au point O n'est rien d'autre que OG vectoriel mg. On peut voir que ce moment, si on choisit un point O confondu avec le centre d'inertie, il est nul. Et s'il est nul, ça veut dire que le point d'application fictive de la force est le point G. Donc pour l'action de pesanteur, tout se passe comme si on avait une résultante égale à mg, avec m la masse totale du solide, et tout se passe comme si cette force s'appliquait au centre d'inertie. Donc on fera comme si la force s'appliquait en G.
Si on applique ce qu'on a vu précédemment, on en déduit que le moment résultant de l'action de pesanteur est nul sur un axe qui passe par le centre de masse. C'est quelque chose qu'on utilisera assez régulièrement. Continuons notre exploration des actions particulières. On rencontrera souvent des liaisons de type liaison pivot. Alors une liaison pivot, c'est un dispositif mécanique qui permet à un solide de pivoter autour d'un autre. C'est en général réalisé avec deux cylindres comme ça qui sont encastrés l'un dans l'autre. Un cylindre fixe, par exemple celui qui est en gris, et un cylindre mobile qui peut tourner, sur lequel on va accrocher le solide qui nous intéresse. Dans la pratique, une telle liaison, on s'arrange pour qu'elle frotte très peu au niveau du contact ici entre les deux cylindres. Donc on peut soit utiliser des roulements à billes, ou alors on peut mettre de la graisse. On considérera en général que cette liaison elle est parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun frottement lors de la rotation. On retiendra donc la chose suivante. L'action de liaison d'une liaison pivot idéale d'axe OZ, ici, est une action telle que la résultante est une inconnue. Donc on pourra la calculer si on a besoin avec les équations qu'on verra dans les vidéos suivantes, ou on pourra la laisser tomber si on n'a pas besoin. Le point d'application de cette action n'est pas défini. On voit bien que l'action entre ces deux cylindres va se répartir sur toute la surface de contact. Malheureusement, on n'a pas d'astuce comme pour l'action de pesanteur. Et ce qu'on retiendra de plus important, c'est que le moment résultant de cette action, projeté sur l'axe OZ, vaut 0. Je termine avec un type d'action extérieure qu'on rencontrera de temps en temps et qui est un peu particulier. Imaginons qu'on ait un solide, par exemple un volant de voiture, et qu'on le soumette à une action extérieure, par exemple les mains du conducteur qui est en train d'essayer de tourner le volant. Cette action extérieure, on va la modéliser par deux forces, F1 et F2, qui s'appliquent en deux points du solide. Ici l'action de la main gauche, ici l'action de la main droite. Si on calcule la résultante de cette action extérieure, et qu'on fait l'hypothèse que ces deux forces ici ont la même norme, alors on a une résultante qui vaut 0. Pour autant, lorsqu'on applique ces forces, on comprend bien que le solide va se mettre en rotation dans ce sens-là. Si le solide se met en rotation, on le verra un petit peu plus tard, c'est que le moment résultant de l'action extérieure n'est pas nul. Alors on peut le calculer, ici c'est assez facile. Le moment résultant de l'action extérieure, ça va être le moment de la force F1 calculé au point O et le moment de la force F2 calculé au point O. Si on utilise les relations avec le bras de levier, vous pouvez voir que le bras de levier de la force F1 par rapport à l'axe OZ, ce sera le rayon de ce cercle. Donc on obtient un moment RF1. Et le bras de levier de la force F2, c'est aussi le rayon du cercle. Donc on obtient RF2. Les deux forces ont tendance à faire tourner le solide dans ce sens-là autour de OZ, si Z vient vers nous. Ces deux moments ont donc le même signe et ils sont tous les deux positifs. Quand on va les sommer, on va donc obtenir 2R F1 si les deux normes sont identiques. On appellera donc couple une action extérieure qui est telle que la résultante vaut 0, mais le moment résultant est non nul. Deuxième exemple, avec l'action d'un fil sur un cylindre. J'ai ici un cylindre fixé à un fil à l'équilibre. L'action du fil sur le solide, c'est une résultante que je vais dire égale à 0. On va faire comme s'il n'y avait pas de pesanteur. Et le moment résultant
de l'action du fil sur le cylindre en projection sur l'axe vertical, c'est 0. Il n'a pas tendance à le faire tourner. Si j'écarte le solide de sa position d'équilibre, le fil tend à le ramener vers sa position d'équilibre. Ici, l'action du fil sur le solide tend à le faire tourner dans ce sens-là. En appliquant la règle de la main droite, vous devez avoir le pouce vers le bas. Donc le moment résultant du fil sur le cylindre est orienté vers le bas. Si je schématise cet exemple et que je choisis un axe de fil orienté vers le haut, donc du solide vers le fil, on a vu que le moment était orienté vers le bas lorsque le fil était en torsion dans ce sens-là. On obtient donc un moment négatif. On modélisera l'action du fil sur le cylindre comme un couple qui exerce un moment qui s'écrira moins Cθ sur Uz. C, c'est une constante qui va être fonction de la raideur du fil. Si par exemple vous prenez un fil en métal ou un fil de cuisine. Et θ, c'est l'angle de torsion du fil, c'est-à-dire l'angle duquel a tourné le fil par rapport à sa position d'équilibre. Cette expression, comme vous pouvez le voir, elle ressemble beaucoup à l'expression de la force qu'exerce un ressort sur un solide. On étudiera ce problème et ses aspects dynamiques dans une vidéo suivante.